Dans un entretien accordé pendant sa décade de Cerisy, Greimas, interrogé par Yvan Darrow, avait prévu pour l'avenir de la sémiotique une prise en compte plus poussée du plan de l'expression. But que les sémioticiens pourraient atteindre par deux voies envisageables, la mathématisation et la linguistisation. Or, les sémioticiens et les mathématiciens, à de rares exceptions près, entre parenthèses Jean Petitot, se sont toujours réciproquement ignorés. Il est clair aussi que les linguistes à la page et les sémioticiens n'ont pas d'échange particulièrement remarquable à l'heure actuelle. Est-ce à dire que Greimas s'est trompé sur ses prophéties, ou ne serait-ce que partie remise? Alors je répondrai sur le début de la question, c'est-à-dire la prise en compte plus poussée du plan de l'expression. Alors ce que je voudrais dire, c'est que Greimas ici est l'héritier, le continuateur de Jenslev, qui évidemment a poussé cette réciprocité du plan du contenu et du plan de l'expression pour en faire une exigence absolument systématique. Il l'a même poussé si loin que, et c'est difficile à concevoir pour un sémioticien, les catégories du plan de l'expression et les catégories du plan du contenu sont en principe les mêmes. Ce que lui a réalisé, notamment dans ce merveilleux chapitre « Typologie des structures linguistiques », dans ce petit ouvrage « Le langage », auquel Greimas a ajouté une préface. Il est clair que les sémioticiens ont gardé la première partie de l'exigence, c'est-à-dire le souci du plan de l'expression, mais n'ont pas été capables, je crois, de réaliser tout à fait le second point, c'est-à-dire l'identité des catégories du plan du contenu et du plan de l'expression. Alors, qu'est-ce que cela représente pour la sémiotique tensive? Alors, je parle ici en mon nom personnel. Pour ma part, j'ai essayé de tenir compte de cette exigence. Pourquoi la baptiser exigence? C'est qu'effectivement, si on traite du plan du contenu sans le référer à un plan de l'expression, on peut dire, sans risque d'être contredit, à peu près n'importe quoi. Cet assujettissement, cette subordination des deux plans l'un à l'égard de l'autre est une sorte de garantie de sérieux relatif. Ça ne veut pas dire qu'on dira des choses intelligentes, mais on dira des choses qui sont au moins contrôlables. Alors qu'est-ce que ça signifie pour la sémiotique tensive? Alors, dans certains cas, j'ai adapté la distinction jenslevienne en reprenant une distinction qui occupe une place mineure dans la pensée de Jenslev, c'est-à-dire celle de la manifestation. Jenslev distinguant, comme le fait Saussure, la même matrice, la manifestation conjoint une manifestante et une manifestée. Entre parenthèses, chez Jenslev, les désignations sont plutôt empruntées au genre féminin, et non pas au genre masculin. Il n'avait pas dit le manifestant, le manifesté, mais il dit la manifestante, la manifestée. Alors pour la sémiotique tensive, qu'est-ce que cela représente? Cela représente le fait que ce qui joue le rôle de manifester, c'est l'intensité. Et ce qui joue le rôle de manifestante, c'est l'extensité. Donc, c'est la raison pour laquelle une valeur, en principe, je dis bien en principe, conjoint une valence intensive et une valence extensive. La valence intensive, c'est la manifestée, et la valence extensive, c'est la manifestante. Et alors, en ce sens, la subordination suivante, l'analyse suivante, distingue pour les manifestants, pour les manifestés, le tempo et la tonicité, et pour la manifestante, la temporalité et la spatialité. Alors ça rejoint aussi une question, pourquoi cette distribution qui ne paraît pas évidente? C'est que l'intensité, qu'est-ce que fait le sujet? Il la mesure. Et le nom de cette mesure, c'est l'affect.
C'est-à-dire, là aussi c'est une idée qui vient de loin, qui vient de Valéry. Valéry, dans un passage qui m'a beaucoup impressionné, dit qu'est-ce que c'est au fond les notes de musique? Les notes des musiques, ce sont des mesures. Et qu'est-ce qu'un violon? C'est un instrument de mesure. Qu'est-ce qu'une note? C'est une note qui est bien mesurée et qui a la justesse qui convient, tant de vibrations à la seconde. Donc, l'intensité est de l'ordre de la mesure interne, proprioceptive. Quand je vis un affect, quand je ressens un affect, je suis en train de le mesurer. C'est pour ça, par exemple, que les enfants interrogent leurs parents sur le mode suivant. « Tu es en colère, papa? Est-ce que tu es très en colère ?» Et alors le père va dire « Évidemment, je suis très en colère alors qu'il ne l'est déjà plus. » Mais l'enfant, avec ce sens particulier qu'ont les enfants, a compris par où il fallait prendre la chose, par où il fallait prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire du côté de la mesure. Et alors inversement, pour la manifestante, c'est-à-dire l'extensité, là qu'est-ce qu'on fait? On compte. On ne mesure pas, on compte. On compte les années, on compte les espaces, on compte le nombre d'items produits. Il y a tant de gens qui pensent que, et on a pensé ça pendant des siècles, on a pensé ça sur les 3/4 de la surface de la Terre. Donc en ce sens, la question du sens pour moi se présente ainsi, c'est le face-à-face, le tête-à-tête de la mesure et du nombre. De la mesure comme manifestée et du nombre comme manifestante. Mesurer l'extension d'une chose, c'est mesurer combien de temps elle a duré dans le temps et sur quel espace elle s'est répandue et elle a été tenue pour une valeur. Donc en ce sens, j'ai continué, peut-être en la détournant, la distinction et le souci de Jenslev, c'est-à-dire de chaque fois ajuster un plan du contenu et un plan de l'expression.